Celui qui chuchotait dans les ténèbres de Howard Philip Lovecraft. Vers la fin du mois de juin, me parvint l'enregistrement radiophonique, expédié par précaution depuis Brattleboro, puisque Hakeley se refusait à croire en la confidentialité des envois depuis la branche nord de la ligne qui le desservait. Il commençait à ressentir les signes aggravés de cet espionnage, corrélé par la perte de quelques-unes de nos lettres, et me faisait régulièrement part des actes insidieux de ces personnes qu'il considérait comme les relais et agents des êtres cachés. Parmi ceux qu'il suspectait le plus, un fermier revêche, Walter Brown, qui vivait seul dans une des vallées au bas des crêtes, là-bas où les bois étaient les plus profonds, et que l'on voyait souvent traîner au coin de rue à Brattleboro, Barrows Fall, New Fame et ou South Londonderry, de la façon la plus inexplicable et apparemment sans motif. Il était convaincu que la voix de Brown faisait partie de celle qu'il avait entendue quelquefois à de multiples occasions dans une conversation effrayante, et il avait une fois trouvé une de ses empreintes, de griffes plutôt de pieds, tout près de la ferme de Brown, et tout cela était de très mauvais augure. Elles étaient curieusement voisines de quelques-unes des propres empreintes de Brown, des empreintes qui leur faisaient face. C'est pourquoi, insistait-il, il m'avait expédié l'enregistrement depuis Brattleboro et s'y était rendu avec sa Ford tout au long des petites routes solitaires du Vermont. Il avouait dans la note qui l'accompagnait qu'il commençait à avoir peur sur ces routes, et qu'il n'osait même plus se rendre à Townshend maintenant pour son ravitaillement, sinon en plein jour. Ce n'était pas bon, répétait-il chaque fois, d'en savoir trop sur ces crêtes silencieuses et problématiques, à moins d'en rester très loin. Il souhaitait partir en Californie au plus vite et vivre auprès de son fils, même si c'était pour lui difficile de quitter le lieu qui représentait toute sa mémoire et celle de ses ancêtres. Avant de tester l'enregistrement sur une machine compatible, que je me procurais auprès de l'administration de l'université, je lus avec attention tout ce qui le concernait dans les différentes lettres d'Hakeley. Cet enregistrement, me disait-il, il l'avait réalisé vers 1h du matin, le 1er mai 1915, près de l'ouverture fermée d'une grotte, là où les pentes boisées versant ouest de la montagne Noire tombent dans les marais. Un lieu qui a toujours été réputé pour ses voix étranges, et c'est pour cela qu'il avait apporté le phonographe, la membrane enregistreuse et un cylindre, en attente de résultats. Un précédent incident lui avait appris que la lune de mai, la hideuse nuit du sabbat des légendes européennes, serait plus fertile que n'importe quel autre moment, et il n'avait pas été déçu. Il est à noter cependant qu'il n'entendit jamais à nouveau des voix dans ce lieu particulier. À la différence de la plupart des voix surprises en forêt, la substance de l'enregistrement était quasi rituelle et incluait une voix humaine bien distincte qu'Hakeley n'a jamais été capable d'identifier. Ce n'était pas Brown, mais celle d'un homme de plus haute culture. La seconde voix, cependant, était la clé de l'ensemble. C'était ce maudit chuchotement bourdonnant qui n'avait rien d'humain, en dépit des mots humains qui s'y formaient en bonne grammaire anglaise et accentuation académique. Le phonographe et la membrane enregistreuse n'avaient pas fonctionné uniformément bien, et c'était une grande déception dans les conditions de ce rituel surpris, mais comme lointain et étouffé, et la partie enregistreuse avec les mots était très fragmentaire. Hakeley m'avait fourni une transcription de ce qu'il croyait comprendre des mots prononcés, et j'y regardais une nouvelle fois tandis que je préparais la machine pour les reproduire. Le texte était sombrement mystérieux, plutôt qu'ouvertement horrible, bien que la connaissance de son origine et de la façon dont il ait été collecté lui associe toute l'horreur dont n'importe lequel de ces mots est doué lui aussi. Je le transcris ici intégralement tel que je m'en souviens, et j'ai l'absolue confiance de le connaître exactement par cœur, non pas seulement sa transcription lue,
mais de l'avoir répété et rejoué sur le phonographe encore et encore. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie si aisément. Et le seigneur de ces bois m'aime d'eux, et les sacrifices des hommes de l'Inde. Ainsi des puits de la nuit jusqu'au golfe de l'espace, et des golfes de l'espace jusqu'au puits de la nuit. Nous prierons toujours l'immense Cthulhu de Tsatogwa, ainsi que celui que l'on ne doit pas nommer. Toujours nous les prierons, et que l'abondance soit au bouc noir des bois. Ia Shumnigulat, toi, le bouc noir des bois, aux 1000 chevreaux. Ya Shumnigulat, toi, le bouc noir des bois, aux 1000 chevreaux. Et le temps est venu de servir le seigneur de ces bois. 7, puis 9, descendant les marches d'Onyx, offrande à lui des abîmes, Azathoth, lui de qui tu tiens toutes les merveilles apprises, sur les ailes de la nuit, au-delà de l'espace, au-delà des... de qui Yugos est l'enfant le plus jeune, roulant seul dans le noir éther vert. Va parmi les hommes et trouve les chemins, et que lui dans les abîmes le connaisse. Nyarlathotep, messager puissant, toutes choses doivent être dites, et il se construira à la semblance des hommes, portera masque de cire et robe qui le cachent, et descendra du monde aux 7 soleils pour accomplir Nyarlathotep, puissant messager, celui qui apporte la joie sauvage de Yugos à travers le vide. Père des millions de ceux qui ont la faveur. Oh, Stalker. Tels étaient les mots que j'entendis quand je lançai le phonographe. C'est avec un fond de peur primitive et de répugnance que je soulevai le bras et écoutai le crissement préliminaire de la pointe de saphir. Et je fus heureux que les premiers mots à peine audibles et fragmentaires fussent ceux d'une voix humaine. Une voix douce et cultivée, avec une prononciation qui semblait venir de Boston, mais certainement pas d'un natif du Vermont. En me concentrant sur cette restitution terriblement affaiblie, je constatai que les mots étaient identiques à la transcription qu'Heikley en avait soigneusement établie. Elle le chantait, avec son doux accent de Boston. Ia Shumnigulat, toi, le bouc noir des bois, aux 1000 chevreaux. C'est alors que j'entendis l'autre voix. À cet instant, je frémis rétrospectivement, en songeant au choc que j'avais reçu, préparé comme je l'étais pourtant grâce aux lettres d'Heikley. Ceux à qui j'avais décrit entre-temps l'enregistrement le déclarèrent n'être qu'une pauvre imposture et n'y trouver qu'une folie. Grand Dieu! S'ils avaient pu entendre cette maudite voix elle-même, ou lire l'essentiel des missives d'Heikley, surtout la seconde, encyclopédique et terrifiante lettre, je sais qu'ils en auraient pensé tout autrement. En fin de compte, il est infiniment dommage que je ne lui ai pas désobéi en faisant entendre ce document à d'autres. Il est aussi infiniment dommage que toutes ces lettres soient perdues. Cette voix était chose monstrueuse.
C'est la première impression que j'eus de ces sons entendus, avec ma connaissance du contexte et des circonstances. Elles suivaient souplement la voix humaine, par les réponses rituelles. Mais dans mon imagination, c'était un écho morbide se frayant un chemin à travers d'inimaginables abysses, jusqu'à d'inimaginables enfers lointains. Cela fait maintenant plus de 2 ans que je fus dépossédé du cylindre de cire blasphématoire. Mais en ce moment même, comme à chaque instant, j'entends encore le faible et diabolique bourdonnement tel qu'il m'était parvenu pour la première fois. Ya, ya, Chobnigolat, toi, le bouc noir des bois, aux 1000 chevaux. Bien que cette voix résonne toujours dans mes oreilles, je n'ai jamais été capable de l'analyser assez pour en donner une description vraiment précise. C'était comme le vrombissement d'un insecte gigantesque et répugnant, lourdement modulé à l'image du langage articulé d'une espèce étrangère, et je suis persuadé que les organes qui le produisaient ne ressemblaient en rien aux organes vocaux de l'homme, ni à ceux d'aucun mammifère. Il y avait des singularités de timbre, de registre, d'harmonique qui situaient ce phénomène entièrement en dehors de la sphère de l'humanité et de la vie terrestre. Son apparition soudaine cette première fois me laissa stupéfait, et j'écoutais le reste de l'enregistrement dans une sorte de confusion distraite. Quand vint le long passage de bourdonnement, j'éprouvais avec une intensité accrue le sentiment d'infinité blasphématoire qui m'avait frappé pendant son premier passage plus court. Enfin, l'enregistrement prit fin brutalement, au milieu d'une phrase étonnamment nette de voix bostonienne. Je restais là, assis, stupidement immobile, le regard fixe, longtemps après que la machine se fût arrêtée d'elle-même. Inutile de dire que cet épouvantable enregistrement, je le répétais bien des fois, et tentais d'en faire une analyse exhaustive et commentée, tandis que je comparais avec les notes d'Hayclay. Ce serait à la fois inutile et perturbant de répéter ici tout ce que nous en conclûmes. Qu'on sache seulement que nous nous accordâmes à croire que nous avions sauvegardé un indice à la source d'une des plus répulsives et primordiales croyances des plus vieilles et cryptiques religions de l'humanité. Il nous semblait clair que s'était nouée une alliance à la fois ancienne et élaborée entre les créatures cachées de l'espace et certains membres de l'espèce humaine. De l'étendue de cette alliance et de son état aujourd'hui, comparé à certains de ses états dans les anciens temps, nous n'avions aucun moyen de les deviner. Mais au mieux, nous pouvions dire qu'il y avait là place à une spéculation horrible et sans limite. Il semblait y avoir un lien immémorial et affreux, avec plusieurs étapes définies entre l'homme et l'infinité sans nom. Les êtres blasphématoires qui étaient apparus sur la Terre provenaient, nous le comprenions, de la ténébreuse planète Yugoth, à l'extrémité du système solaire. Mais celle-ci n'était que l'avant-poste d'une race effrayante et blasphématoire intersidérale, dont l'origine devait s'ancrer loin, au-delà même du continuum espace-temps d'Einstein, ou du plus étendu que ce soit de ce que nous savons du cosmos.
Nous discutions également du meilleur moyen pour faire parvenir la pierre noire à Arkham. Hickey déconseillait absolument que je lui rende visite sur la scène de ses études cauchemardesques. Pour une raison ou une autre, Hickey avait peur de confier la chose à un moyen ordinaire ou disponible d'expédition commerciale. Son idée finale fut de l'emporter à travers le pays jusqu'à Bellows Fall et de l'expédier par le Boston and Maine via Keene, Winchendon et Fitchburg. Même si pour cela, il était obligé d'emprunter des voies plus solitaires à travers les bois et les collines, plutôt que d'emprunter la route principale de Brattleboro. Lorsqu'il avait expédié l'enregistrement du phonographe, il avait vu près du bureau des express de Brattleboro un individu dont la mine et les manières n'étaient pas vraiment rassurantes. Cet homme cherchait visiblement à parler avec les employés et avait pris le train qui emportait le colis. Hickey m'avoua qu'il s'était inquiété jusqu'au moment où je lui apprenais que son colis était arrivé. Vers cette époque, la 2e semaine de juillet, une autre de mes lettres fut égarée, ainsi que je l'appris par un message angoissé d'Hickey. Il me pria après cela de ne plus lui écrire à Townshend, mais d'adresser tout le courrier poste restant à Brattleboro, où il irait très souvent soit avec sa voiture, soit par le car qui remplaçait peu à peu le service des voyageurs sur la ligne des chemins de fer devenue insuffisante. Je compris que son inquiétude s'aggravait, car il me racontait avec moult détails que les chiens aboyaient de plus en plus par les nuits sans lune, et qu'au matin, il trouvait parfois des empreintes fraîches de pinces sur la route et dans la boue de son arrière-cour. Il me parla une fois d'une véritable armée d'empreintes, face à un front tout aussi dense et résolu de pattes de chien, et m'envoya à l'appui une photo affreusement troublante. Il l'avait prise le lendemain d'une nuit où les chiens s'étaient surpassés en aboiements et hurlements. Le matin du mercredi 18 juillet, je reçus un télégramme de Bellows Fall dans lequel Hickey disait m'avoir expédié la pierre noire par le train numéro 5508 de la Boston and Maine, qui partait de Bellows Fall à 12h15, horaire de l'Est, et qui serait réceptionné à la gare de Boston Nord à 16h12. Je calculais qu'elle arriverait à Arkham le lendemain à midi ou plus tard, et en conséquence de quoi je restais chez moi toute la matinée du jeudi pour la recevoir. Mais ne voyant rien arriver à midi passé, je téléphonai au bureau des express, où l'on m'apprit qu'il n'y avait eu aucun colis pour moi. En proie à une vive inquiétude, j'appelai alors le responsable des express de la gare nord de Boston, et ne fus guère surpris d'apprendre qu'on n'avait rien vu venir. Le train numéro 5508 était arrivé la veille, avec 35 minutes de retard, mais sans aucun colis à mon adresse. L'employé me promit toutefois de faire une enquête, et je terminai la journée en envoyant à Hickey un télégramme de nuit pour lui expliquer la situation. Avec une remarquable diligence, le bureau de Boston me téléphona au lendemain après-midi pour me dire ce qu'il venait d'apprendre. Le préposé aux express sur le train numéro 5508 s'était rappelé à un incident qui pouvait avoir un rapport avec mon colis égaré. Une dispute avec un homme à la très curieuse voix, maigre, roux, à l'allure paysanne quand le train attendait à Keene, New Hampshire, un peu après 13h, selon les horaires de l'Est. Cet homme, disait-il, était considérablement énervé à propos d'une lourde malle qu'il revendiquait comme lui appartenant et qui nulle part n'avait été mentionnée sur les registres de la compagnie. Il leur avait donné comme nom Stanley Adams et avait une voix tellement anormalement bourdonnante et sifflante que l'employé avait peine à le comprendre. L'employé ne se souvenait pas comment la conversation s'était terminée, mais se rappelait avoir eu l'impression de se réveiller tout juste lorsque le train se remit en marche.
L'agent de Boston ajoutait que ce jeune contrôleur était un homme de confiance et d'une véracité indubitable, depuis longtemps dans la compagnie et avec les meilleurs antécédents. Ayant demandé au bureau son nom et son adresse, je partis le soir même l'interroger à Boston. C'était un garçon ouvert et sympathique, mais il était clair qu'il ne pourrait rien ajouter à son premier rapport. Chose étrange, il n'était même pas sûr de pouvoir reconnaître à nouveau son bizarre interlocuteur. Voyant qu'il n'avait plus rien à dire, je rentrais à Arkham, où je passais le reste de la nuit à écrire à Hinckley, à la compagnie, au commissaire de police et au chef de gare de Keene. Je sentais que cet individu à la voix insolite qui avait produit sur l'employé un effet si perturbant était la clé de toute l'affaire. Et j'espérais que les employés de la gare de Keene et du service télégraphique sauraient me renseigner sur lui et me dire où, quand et comment il avait mené son enquête. Néanmoins, je dois reconnaître que toutes mes recherches furent inutiles. On avait vu en effet l'homme à la voix bizarre autour de la gare de Keene le 18 juillet en début d'après-midi, et un des traînards du quai l'associait vaguement à une lourde boîte qui l'emportait. Mais il était inconnu de tous, et n'avait jamais été vu, ni avant, ni depuis lors. Il n'était pas entré au service télégraphique, et n'avait apparemment reçu aucun message, pas plus que le bureau n'en avait enregistré pour qui que ce soit mentionnant la présence de la pierre noire à bord du train numéro 5508. Naturellement, Hinckley m'aida dans cette recherche, et vint lui-même en personne à Keene pour interroger les gens auprès de la gare. Mais son attitude à l'égard de cette affaire fut bien plus fataliste encore que la mienne. Il sembla considérer la perte du colis comme l'inévitable avertissement d'une exécution solennelle et menaçante, et ne caressa jamais l'espoir qu'on puisse la retrouver. Il parla des indéniables pouvoirs télépathiques et hypnotiques de ces créatures des collines et de leurs agents, et laissa entendre dans une lettre que la pierre, à son avis, n'était déjà plus sur cette terre. Pour ma part, j'étais véritablement enragé, car j'avais senti que ces vieux hiéroglyphes à demi effacés offraient au moins une chance de découverte sérieuse et stupéfiante. Et j'aurais classé amèrement l'affaire dans mon esprit si les lettres suivantes d'Hinckley n'avaient pas révélé aussitôt une nouvelle phase de l'horrible mystère des collines qui retint dès lors toute mon attention.